Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Au fil du hasard, l'émission qui vous emmène dans le monde artistique à travers les parcours de ceux qui font et ceux qui voient. Alors, je m'appelle Pauline et aujourd'hui je suis avec Dimka. Donc nous travaillons toutes les deux au sein du théâtre C'est par hasard. S'il y a quelque chose qui vous intéresse ou si vous voulez interagir avec nous sur nos réseaux sociaux, vous pouvez aller sur notre page Instagram et notre page Facebook C'est par hasard. Également, nous laisser un commentaire. Abonnez-vous sur notre podcast, partagez avec nous vos avis. Vous pouvez également mettre des pouces positifs et 5 étoiles pour qu'il y ait plus de monde qui apprenne sur l'existence de cette chaîne. Et rejoindre la team Au fil du hasard. Donc voilà, aujourd'hui on va traiter des contes de fées, les contes donc qui nous ont bercés pendant notre enfance et peut-être à notre âge adulte. Alors, première question, Dimka, c'est quoi les contes de fées qui t'ont marqué ? Il y en avait beaucoup, je pense. Mais le premier conte de fées que j'ai pu lire moi toute seule, quand j'étais petite, c'était la suite de Cendrillon. Et c'était le mariage de mes rêves. Ah! Et en fait, c'était la préparation du mariage de Cendrillon. Et je pense que ça m'a marqué parce que je l'ai lu toute seule. Ah, et est-ce que ça avait un rapport avec la version Disney ou pas du tout ? C'était Non, en fait, non. D'accord, ok. Ou c'était juste la suite. C'était la suite de son rêve. Oui, c'était ça. Donc ça t'a marqué, en fait, sur un lien émotionnel, plus avec ce texte que ce texte. Le fait que j'ai réussi de faire quelque chose, de lire un truc, voilà, moi toute seule. Et puis, d'autres contes de fées, je pense que les contes de fées de Andersen, ce sont mes préférés. The Little Mermaid, la petite sirène. Oui. La petite sirène, celle qui vend des allumettes. La petite fille aux allumettes, tout à fait. Voilà, celle-là. Et je pense que ça, c'est mes préférés. Toujours. C'est intéressant, c'est intéressant. Moi, ceux qui m'ont marqué quand j'étais plus petite, je me souviens qu'à l'école, on avait une petite bibliothèque et on avait des petits livres, c'était assez petit, c'était des livres qui reprenaient les contes de Grimm, Andersen, des choses comme ça. Et donc il y avait Cendrillon, il était très beau comme livre, et il y avait Peau d'âne. Ah oui. L'histoire de Peau d'âne. Et je me souviens qu'avec mon papa, on regardait également le film Peau d'âne qui a été fait avec... évidemment, j'ai oublié l'actrice, mais je la connais. Celle qui fait les parapluies de Cherbourg. Aucune idée. Ah. Les films français, c'est ma faiblesse. Ah, mais je suis bête. Enfin bon, bref, c'est un film très connu en France. Et du coup, c'est le film que j'ai en tête, mais j'ai également l'histoire et cette version papier que j'ai lue. Pourtant, c'est une histoire triste, mais je ne sais pas. C'est un des contes qui m'a vraiment marquée. Et après, bien sûr, tous les contes, évidemment, de notre génération, on a plus le visuel avec Disney et les films plus que les livres. Donc voilà, moi c'est plus les contes de Disney qui ont été remis au goût du jour, qui m'ont vraiment mis dedans. Oui. Quand tu as dit pendant sur l'histoire triste, j'ai remarqué en fait toutes les histoires de Andersen sont tristes ou je sais pas, est-ce qu'il a quelqu'un... vous nous dites s'il y a une histoire qui me revient pas tout de suite qui est drôle, mais... c'est des histoires, contes de fées très tristes. Et même Cendrillon, quand tu commences à... Ah oui. La Belle Voix dormant, Blanche-Neige, tout ça. Oui, il a une tragédie dedans et voilà, il porte un moral. Catherine Deneuve. Catherine, je connais, j'ai entendu Catherine Deneuve. Qui était extrêmement belle quand elle était... Oui, donc des versions également Disney qui nous ont... Et oui, le fait que ce sont des histoires très tristes à la base, mais c'était aussi des histoires quand elles ont été créées, parce qu'elles avaient des morales. Par exemple, le petit chaperon rouge, c'est vraiment le moral, il faut faire attention aux personnes que tu croises. Il y avait aussi des histoires qui étaient un peu
il y a vraiment quelque chose de caché derrière, hein, dans tous les contes, dans La Belle au bois dormant également. Ce qui est marrant, maintenant, je sais pas si tu as entendu parler un peu de ce qui se passe en ce moment avec justement les films Disney et ce qu'ils font sur leur plateforme. La rénovation de tous les... Voilà, ils suppriment certaines scènes qui ont été mises, mais des scènes importantes, par exemple le baiser dans Blanche-Neige ou des choses comme ça. Ah oui? Alors, je sais pas s'ils le suppriment, mais je sais qu'il y a quelque chose qui fait qu'on le voit pas trop. C'est la censure? Voilà, la cancel culture, qui en ce moment est un sujet très, très en vogue. Et bon, même Disney, maintenant, cancel eux-mêmes. Oui. Donc c'est assez marrant. Parce que justement, ils savent que ces histoires ont un passé derrière. Et bon, moi, j'ai mon point de vue là-dessus, mais je trouve que ce n'est pas assumé aussi jusqu'au bout l'histoire. Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, derrière, quand on commence à analyser tous les contes de fées, et notamment des Grimm, et les Chabotés, tout ça, il essayait de parler au roi, de s'adresser juste aux autorités, de parler d'eux d'une manière cachée, censurée, voilà. Et c'est pour ça que, en fait... Mais je ne savais pas. Or, j'ai remarqué, parce que pendant le confinement, j'ai découvert Le Cité d'Or. Ah oui, la série des années 85, même. 80, 90, ouais. Ouais, et là, quand on les a vus, il était dans un style que je me disais, waouh, maintenant, s'il a les cités, ils vont les censurer. Ouais. Parce que il avait des scènes un peu brutales, des trucs qu'on ne voit pas maintenant à la télé pour les enfants. Et il avait des saisons qui étaient sorties dans les années 2010, après 2012, je pense. Oui. Et elle n'était pas du tout la même chose. Elle était hyper censurée. Ouais. Et je me disais, voilà, maintenant, les gens, on pouvait se permettre dans les années 80 de parler d'une manière aux enfants, alors que maintenant, c'est complètement différent. Et c'est pour ça que les Disney d'aujourd'hui ne ressemblent pas du tout au Disney d'avant, quoi. Donc les années 90, les années 80, 70, etc. Même si, attention, maintenant, les histoires sont vraiment, vont vraiment chercher la culture des histoires qu'ils essayent de raconter. Voilà, les personnages ne sont jamais vraiment genrés. Il y a toujours... des choses assez positives là-dedans, mais je trouve également le fait qu'ils s'auto-censurent sur des anciens films, c'est aussi important pour les enfants de les voir tels que nous on les a vus, et c'est aussi pour leur apprendre que voilà, effectivement, par rapport aux baisers, généralement qui a les baisers non consentis par la fille, que c'est ensuite à vos parents d'expliquer que non, on ne peut pas embrasser quelqu'un comme ça sans son autorisation. Mais je n'ai jamais vu le mal, moi, dans le baiser de Blanche-Neige ou de La Belle au bois dormant. Bah oui, je voulais te demander, alors, et toi, quelle version tu préfères? Moi, il y a un contexte dans l'histoire qui fait qu'elle est embrassée. Le prince n'est pas venu en disant allez hop, tu viens avec moi. Sauver, là, il y a tout un contexte derrière. Elle demande à être sauvée, Blanche-Neige. Elle demande aussi à rencontrer cet homme et à l'embrasser. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de mal, mais c'est un sujet. C'est délicat, oui. Ah, wow. C'est plus délicat. Mais voilà, et donc les contes ont toujours eu cette double lecture qu'il faut garder en tête. Et c'est intéressant quand tu dis double lecture parce qu'en fait, c'est les adultes qui vont acheter les livres pour les enfants. Et je voulais demander, est-ce que par exemple, tu te souviens, tes parents, d'avoir lu des contes de fées pour toi le soir avant de s'endormir, des trucs comme ça? Pas des contes de fées, non. On lisait des livres, mais pas des contes de fées. Je viens pas d'une famille où mes parents m'ont vraiment plongé là-dedans. Donc, on a lu des livres, oui, mais c'était pas des contes de fées, non. Moi, maintenant, quand tu dis ça, je pense que c'est Disney qui a fait tout ça pour moi. C'était la télé qui a lu c'est Disney qui a fait tout ça pour moi. Oui, en fait, devant la télé, en fait, oui. Avec mes parents, ma mère,
Peut-être elle me lisait parce qu'elle me dit qu'elle me lisait des trucs, mais je ne me souviens pas. Alors j'étais très petite, très jeune, des histoires. Ouais, peut-être. Moi, je sais qu'en tout cas, j'ai jamais eu de livre de contes. J'ai eu des livres, des albums d'histoires, les Martines, etc. Bon, les trucs assez, des livres assez genrés, mais c'était pas des contes de fées. Les contes de fées, ma culture vient de Disney. Ouais. Après, c'est à nous de regarder d'autres choses, des albums, pas forcément centrés sur Disney, mais c'est eux qui m'ont appris qui était Blanche-Neige, qui était la Belle au Bois dormant, Cendrillon et tout ça. Ouais. Donc oui, les parents peuvent jouer à quelque chose, mais bon, notre génération en tout cas a connu Disney, et c'est vrai que ça a un peu faussé. Oui, mais même ceux qui viennent maintenant aussi. Mais moi, j'avais aussi des livres en Bulgarie, des contes de fées bulgares sur le folklore, en fait. Et ça, je sais que ma mère, elle achetait beaucoup et elle nous les faisait découvrir parce que peut-être c'était aussi des livres bulgares, des auteurs bulgares et oui, bien sûr. Tout cet univers aussi. Et après, c'était la télé qui te fait pousser, en fait, de vouloir acheter un livre. Oui, enfin, oui, non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Voilà, et puis en plus, dans nos années 90-2000, il n'y avait pas toute cette aversion contre la télé. Maintenant, les enfants, on leur dit fais attention, regarde pas trop la télé. Moi, c'était on pouvait regarder la télé comme on voulait parce qu'on savait pas encore les effets que ça pouvait avoir sur le cerveau. C'était nouveau et intéressant. Et c'était nouveau. Et après, moi, je ne tape pas contre la télé parce que ça aussi était ça m'a appris des choses. Mais voilà, il faut être curieux et voir au-delà. Si on reparle un peu des contes de fées, donc on parlait de double lecture, ça s'appelle des contes de fées, donc c'est censé aussi un peu nous faire rêver, mais généralement dans ces contes, il y a quelque chose qui nous fait un peu peur. Oui. Il y a aussi quelque chose d'assez étrange, voilà, parce que c'est aussi pour prévenir des dangers de la société. Est-ce qu'il y en a qui t'ont fait peur peut-être quand tu étais plus jeune ? Oui, tout ce qui était en relation avec Baba Yaga. C'est un personnage slave, je pense. Mais j'ai vu à Lille, il y a un bar qui s'appelle Baba Yaga. Ah bon ? Oui, à Solferino. Et c'était en fait, la méchante sorcière qui va venir t'ensorceler et te manger. Un peu comme Hansel et Gretel. D'accord. Et cette personne s'appelle Baba Yaga, en fait, en Bulgarie. On l'appelle, ou celui qui dort au-dessus de ton lit, qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ici. En France, un personnage... Alors, celui qui vient nous endormir, c'est le... Non, mais qui est quand la nuit tombe et il est en dessus de ton lit, si tu dors... Le croque-mitaine. Là... Je crois que c'est ça. Ah non, mais épouvantable ici. Le croque-mitaine. Ah ouais. Mais c'est pas très connu en France, le croque-mitaine. Chez nous, c'est Torbalan. Et en fait, ça fait référence à une sac qu'il va te mettre dans le sac. En fait, j'aime pas raconter pour les enfants de raconter des histoires pareilles parce que ça peut les traumatiser. Oui. Et ça peut les faire au lieu de dormir, faire des cauchemars. Ouais. Bah après, si on reparle un peu des films qui essayent par rapport à ces monstres, de dédramatiser la chose, il y a eu par exemple L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah ouais. Alors moi, il me fait toujours autant peur ce film, mais il est censé pas faire peur justement. C'est le Jack le squelette ? Ouais. Ah oui, de Tim Burton ? Ouais. Ah, moi ça j'adore, mais j'étais trop peur. Plus âgée quand je l'ai vu. Et ça me fait vraiment peur. Après, je pense que il y a aussi la façon d'être fait, comme c'est les années 90, c'est un peu spécial au niveau de la pellicule et des choses comme ça, mais... Il y a ça, et puis bon, après il y a bien sûr Monstres et compagnie où là ils ont complètement tourné en dérision la chose, et ça c'est top par contre d'avoir fait ce genre d'initiative. Mais voilà, les contes c'est particulier, c'est censé nous faire rêver, mais c'est aussi censé nous faire un peu des cauchemars d'un côté. Oui, et je me souviens maintenant que quand tu disais et c'était pas un personnage qui me faisait peur, mais c'était l'histoire en elle-même, et c'était une histoire que
c'était sur une famille et la mère qui travaillait beaucoup. Mais Ouais. les enfants n'étaient pas sages. Et la mère, elle disait qu'elle va se transformer dans une pigeonne et elle va s'envoler et laisser les enfants. Et à la fin, la mère se transforme en pigeon et elle s'envole. Et les enfants C'est restent terrible. sans leur mère. Et moi, je pense que pendant des semaines, je pensais que ma mère, elle va s'envoler. Et à chaque fois, en fait, c'était très instructeur cette histoire parce que je faisais tout ce qu'elle me disait juste pour qu'elle ne s'envole pas. Et je pense que ça m'a traumatisée. Et je me souviens jusqu'à maintenant, en fait, cette idée que soit elle va mourir ou si elle va s'envoler, elle va disparaître. Bah, d'un côté, c'est aussi... Donc oui, c'est une histoire hyper triste, mais c'est aussi pour apprendre que... voilà, le risque est là de perdre... de vivre le deuil quand on est jeune. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que cette histoire a été faite. Je ne sais pas, mais... Et pour écouter vos parents. Et pour écouter les parents. Je pense. Donc, tu dirais du coup qu'il y a des choses qui t'ont marqué, même adulte? Oui, par exemple, en fait, le texte que je relis mais ce n'est pas un conte de fées, en fait, de Exupéry, Le Petit Prince. Oui. D'accord. Mais même dans les contes de fées, tu vois, quand on grandit, on trouve ce qui était caché dans les histoires, voilà. Peut-être le baiser de Cendrillon ou de Belle au bois dormant, on trouve une autre lecture. Et oui, en fait, à chaque fois qu'on relit ces histoires, c'est une nouvelle morale qui ressort. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires qu'on se rappelait et que, par exemple, si je reprends Peau d'âne, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Et l'histoire, je sais pas si tu connais l'histoire de Peau d'âne. Pas trop, je l'ai pas lu, mais je connais juste un peu. C'est une jeune princesse qui s'enfuit de chez elle parce que son père veut se marier avec elle. Donc voilà, il y a quand même une histoire assez... Ouais. Et quand on est petit, on se rend pas compte, mais quand on est adulte, on se dit, ah oui, effectivement, il y a un petit problème dans cette histoire. Et donc, c'est pour ça qu'elle se déguise et qu'elle doit mettre cette peau d'âne sur elle pour qu'on ne la reconnaisse pas et pour pas qu'on pense que c'est une princesse. Et après, un prince tombe amoureux d'elle. Oui, et puis voilà. C'est cruel, en fait. C'est très cruel. Je me souviens maintenant une pièce de Marivaux. Je pense que c'était le jeu d'amour et du hasard. Et je suis allée la voir à la Rose des Vents. Et c'était trop drôle. Je la trouvais drôle, amusant. Et puis, j'ai fait un atelier de jeu avec les artistes. Et quand on lisait la pièce, il expliquait que en fait, cette pièce est extrêmement cruelle. Ouais. Et en fait, là, la manipulation dedans, il a tout. Et en fait, il a comme ça des histoires qu'on ne se rend pas compte. Ouais. Et après, on pense que c'est cruel. Et j'ai découvert la même chose avec la petite Sérène. Et en fait, elle décide de mourir pour l'amour et d'être la victime. Non, pas la victime, mais comment... le sacrifice. Le sacrifice, et tout ça. Elle se sacrifie par amour, mais un sacrifice qui ne sert à rien, parce que... Oui, alors qu'elle n'a rien à branler pour elle. Lui, il s'en fout. Bon, elle est un peu bête. Hein. Non. Mais voilà, ça montre que c'est quand même dingue que... Déjà, tout le monde ne sait pas ça, parce que forcément, on a la petite sirène de Disney qui vient en tête. Et là, pour le coup, ils ont vraiment changé toute la fin de l'histoire. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu, je pense. C'est vrai? Non, je pense. Bah, regarde-le. Ah ouais. Ça va être trop différente, peut-être. Ah, ça n'a rien à voir. Ah, ok. Mais regarde, tu vois. Okay. C'est Disney, du coup. Donc, c'est une fin joyeuse. Ah, ok. Est-ce qu'ils vont le faire un film? Oui. Ah, motion picture. Ouais. Ok. Allez. Bien qu'ils n'ont pas d'imagination. Ils font tous les anciens. Bref. En tout cas, maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de contes de fées qui sont également adaptés au théâtre. Bon, je ne connais que celui-là, mais qui est quand même assez connu, ce qui est Cendrillon de Joël Pomera, où là, l'histoire, le côté cruel de l'histoire est vraiment mis en lumière. D'ailleurs, Cendrillon, dedans, n'est pas la belle princesse
la belle jeune fille qu'on imagine. C'est assez différent, oui, de l'histoire parce qu'il s'inspire et il transforme beaucoup pour amplifier cette idée de deuil et comment on gère le deuil à un âge très C'est ça. très fragile. Oui, c'est ça. Exactement, parce que dedans, elle est beaucoup plus fragile. C'est une jeune fille très fragile et qui doit accepter le deuil de sa mère, et qui, au final, est beaucoup plus proche de la réalité que dans le conte ou dans la version Disney qu'on connaît. Et oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se sert de la langue vraiment banale, contemporaine des jeunes. Et quand je travaillais sur cette pièce et je la traduisais en bulgare, je me disais, oulala, ça va pas passer pour théâtre jeune public en Bulgarie. Parce que c'est trop... c'est la langue de la rue, c'est la langue, les jargons, l'utilisation comme ça. Et c'est très contemporain. Et ça a évolué beaucoup, le théâtre jeune public aussi. Les pièces notamment de Pomera, aussi avec Pinocchio, et La Petite Chaperon Rouge aussi, ça change, ça dans un point de vue. Ouais. Et aussi, je pense, c'est l'idée que les enfants, on ne peut pas toujours les protéger, toujours montrer les roses, les pétales. Exactement. de ça. C'est pour ça qu'il faut aussi montrer les mauvais côtés de ces histoires et les mauvais côtés de ces films qui ont été faits. Parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage. On ne peut pas vivre dans un monde tout rose, ça n'existait pas. Mais en tout cas, voilà, et puis il y a plein de contes différents. Nous, on a parlé vraiment des contes qui sont occidentaux, mais après, il y a les contes orientaux, il y en a plein. Et justement, on va bientôt mettre en scène un texte de conte de fées qui s'appelle Le Garçon amoureux et qui est donc un texte, un conte de fées, un conte de fées oriental adapté qui va être représenté au théâtre par hasard. Voilà, et vous pouvez le découvrir dès la nouvelle saison. Donc oui, ça va être fait là pour cette saison 2021-2022. Merci beaucoup en tout cas, merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés pour cet épisode consacré aux contes de fées. Vous voyez que les contes, ça nous aide à nourrir notre imaginaire, mais aussi à nourrir un peu nos peurs d'un côté, mais nous encourager du coup à vivre notre vie également avec les bons et les mauvais côtés de cette vie. J'espère que vous avez aimé. C'était l'équipe du Théâtre du Hasard. Encore une fois, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, la page Instagram. C'est par hasard. Vous pouvez également vous abonner sur notre podcast et partager avec nous vos avis. Vous pouvez nous donner des pouces positifs et surtout 5 étoiles pour qu'il y ait plus de monde qui apprenne sur notre podcast Au fil du hasard. Restez attentifs à la programmation et aux ateliers pour cette nouvelle saison 2021-2022 et toutes les informations seront dans le lien en barre d'infos. Et bien à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci. Ciao.